Started. Zombie on the track. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team here, nigga. Wow. On gratte des étapes là. Vous vous êtes jamais demandé comment on en est arrivé là? Qui sont les agriculteurs du rap? Quels engrais utilisent-ils? Où sèment-ils? Y a-t-il des vaches à lait du rap? Est-ce que le lait est toujours bon? Est-ce que certaines ont la vache folle? Ce sont des questions que vous pouvez vous poser tous les jours. Si, et je me suis documenté à ce sujet pour essayer de vous retranscrire le plus fidèlement possible ce qu'est l'histoire du rap. Avant que le rap existe, il faut inventer le hip-hop. Mais pour inventer le hip-hop, il faut d'abord inventer les noirs. Je plaisante. Plus sérieusement, il faut que le mouvement hip-hop existe. C'est-à-dire qu'il faut remonter dans les années... Alors on remonte dans les années 70 à 80 parce que c'est là que tout le mouvement hip-hop a pris forme avec le break, le graph, le DJing, le beatboxing et le rap. Mais dis-moi Jamy, comment un mec a réussi à créer le rap? C'est quoi la recette? On est dans les années 70, quartier sud du Bronx, donc ça pullule de pauvreté, il y a les Afro-Américains, les Portoricains, tout ça, les mecs avaient pas de boulot, c'était la misère. Du coup il y a eu les gangs, il y a eu la drogue, et c'était l'un des seuls moyens pour eux de gagner de l'argent, c'était l'un des seuls moyens pour eux de s'en sortir. À côté de ça, le Bronx était pauvre, mais il avait la réputation d'être le lieu de la musique afro-américaine, portoricaine, etc. Avec genre la salsa, la funk, le mambo, le disco, bref, un concentré de culture musicale. Et là, premier personnage important... C'est le père fondateur de la culture hip-hop. Il a vécu la naissance et a lui-même coupé le cordon ombilical. Tout d'abord, autour du break, Kool Herc organisait et mixait ses propres soirées. Il est décoré de graffiti et il avait ses propres danseurs qu'il appelait les b-boys. Étymologiquement, break ça veut dire casser, et ça signifie la partie solo jouée par un batteur. C'est un solo de batterie. Genre ça dure quoi, 10-15 secondes sur le vinyle. Et bah tu vois ça, c'est sur ce court instant que les danseurs y dansaient. À partir de cette idée, Kool Herc, il a eu le génie de se dire... Franchement c'est cool, mais 10 secondes, c'est pas long, tu danses pas longtemps. Et c'est à ce moment-là qui devient le premier mec sur cette planète à avoir eu l'idée d'utiliser 2 platines pour pouvoir enchaîner les morceaux sans pause. Et par conséquent, faire durer les breaks. Longer rock with still no vocals in it, and I will go into Baby Yui, the Mexican. Bien évidemment, il faisait pas ça chez lui, mais il faisait ça dans des soirées dans le Bronx, et ces soirées, il les appelait les... Pas à moi. Kool Herc a mis en place le concept de sound system. En gros, c'est un truc plutôt cool qui vient se rajouter au truc déjà cool que je viens de vous expliquer. Le concept, c'est de prendre une voiture ou un camion et d'y foutre des grosses enceintes sur le toit. Bon, dit comme ça fait nord de la France, ça fait un peu ch'ti. Mais lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait ses 2 platines, une boîte de mixage et il tapait soirée dans les rues du Bronx. Bah, tout de suite ça fait moins beauf. À l'époque ils appelaient ça les block party. Et ils faisaient ça un petit peu n'importe où. Genre dans des ruines, dans des caves, dans des squats, dans la rue, en fait ils s'en foutaient. Le but c'était de faire la fête, de danser et réunir toutes les ethnies du Bronx pour s'unir autour de la musique. Et ça c'est beau. Mais le rap dans tout ça? Oui bah avant de créer le rap faut créer tout ça. Bref, Kool Herc qui fait ses bails, il enchaîne les soirées et ça connaît un certain succès. Du coup tout le monde vient montrer un petit peu leur pas de danse. Et t'avais énormément de monde qui venait voir les danseurs dans les soirées. Et du coup Kool Herc là il a encore eu une idée cool. Pour chauffer la salle, DJ trop Kool Herc, il décide de faire monter sur scène des mecs représentatifs de chaque quartier pour mettre l'ambiance. Et de fil en aiguille à force de faire des soirées, bah ces ambianceurs ils vont commencer à adopter leur style à eux, ils vont faire des rimes, ils vont avoir des rythmes différents, ça va créer des petites rivalités entre eux, la naissance des premiers clashs, le public va kiffer de ouf, et là voilà, on a un beau bébé, c'est la naissance des premiers MC, des premiers rappeurs. Avec le temps, ça va se répandre dans tout New York, et voilà, le rap est né. Bon, au début le rap c'était pas ouf, c'était ouais j'ai de l'argent puis pas toi, mais dans un esprit festif, parce que c'était un truc de soirée. Mais bon, c'était quand même plat. Le tout premier MC allait plus loin que hey yo faites du bruit, c'est Coq La Rock. C'est le premier DJ et pas DJ. Alors pour l'anecdote que vous pourrez sortir en soirée pour vous la péter, les premiers MC ils ne rappaient pas.
pendant leur performance, ils toastaient, genre comme les toasts. En jamaïcain, toast, ça veut dire rapper. Mais le terme a disparu petit à petit pour laisser place au verbe to DJ. À ne pas confondre avec le DJ du disque de jockey. C'est relou. Bref, nous on va dire rapper, mais quand tu seras en soirée, tu seras posé en train d'écouter du Jul avec tes potos, bah tu pourras dire j'adore la manière dont ils toastent. Et là, tes frérots, ils diront... Bref, non, on enchaîne. Petit à petit, les textes vont se peaufiner. Des mecs comme les Cold Crush Brothers vont inventer les routines. En gros, une routine, c'est quand les rappeurs s'interpellent entre eux dans une musique. Du genre, hey, mec, tu sais quoi? Vas-y, dis-moi. Je fais du rap. Sérieux, mec? Voilà. En gros, c'est un échange de dialogue dans une musique. Bon, bref, tu veux pas... Alors niveau musique, on est toujours sur des breaks de batterie rallongés. On n'a pas encore toutes les instrumentales qu'on connaît. Et là, tout à coup, on est en 1974 et il y a un petit technicien du nom de Joseph qui va perfectionner la table de mixage de DJ Kool-Herc. Alors, Sofiane montre à tout le monde qui était Joseph Sadler. Broken glass everywhere. People pissing on the stage, you know they just don't care. Joseph, aka Grandmaster Flash, était un DJ. Il va bricoler un truc qui va finalement être la première table de mixage qui va permettre d'enchaîner les disques sans coupure. Parce que oui, ça peut vous paraître chelou d'imaginer un monde où les musiques ne s'enchaînent pas, mais il fallait l'inventer ça. Fallait qu'à un moment donné, il y ait le mec qui invente le truc qui fait que les musiques elles s'enchaînent et qu'en soirée, bah y a pas un connard qui fait « Oh, y a plus de musique !» Mais il manque encore un truc tout con. Un détail certes, mais quand même... Le scratch, Grand Wizard Theodore. Le mec qui a inventé le scratch s'appelle Théodore. Bah ce mec il a inventé le scratch d'une façon pourrie. C'était un ado qui écoutait il était dans sa chambre, tu vois. Il écoutait la musique très très fort. Et puis là sa mère qui rentre dans la chambre qui fait « Ouais, tu peux baisser la musique s'il te plaît !» Du coup lui, il avait sa main juste à côté du vinyle et pif, il a inventé le scratch. Je vous avais prévenu, hein. Et ensuite, il a reproduit ce son jusqu'à pouvoir l'utiliser comme un instrument rythmique. Ouais, bon, je sais pas le faire, mais... Mais comme Théodore c'était qu'un gamin à l'époque où il a inventé Scratch, il avait 14 ans, bah c'est un peu son mentor, Grandmaster Flash, qui lui l'a repris et l'a popularisé. Il manque une dernière petite invention pour avoir la véritable base sonore du rap, pour permettre de l'affirmer comme un vrai genre musical, c'est l'invention du sampler. C'est un appareil qui permet de prendre des échantillons sonores et de les incorporer à de nouvelles compositions. Donc t'as plus besoin de break, plus besoin de DJ, pas besoin de solfège. Alors place maintenant au premier son de rap. Alors nous sommes en 79, même si le panneau que tu viens de voir, il y avait écrit 80 dessus, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Si je veux mettre un putain de panneau années 20, je peux le faire. Bref, nous sommes en 79, et le premier rap sur disque, c'est ça. C'est très funk, mais c'est du rap. Et là c'est parti, on commence à avoir plusieurs classiques. Mais le premier hit de rap mondial que nous connaissons tous, c'est Rapper's Delight du Sugar Hill Gang. Et c'est ça. Alors pour l'anecdote, ce son, au-delà d'être une putain de légende, en fait c'est une compilation des meilleures punchlines des MC dans les block parties. C'est-à-dire qu'ils ont fait ce son à l'improviste et boum, succès de fou. Seconde anecdote, la base de ce son, c'est l'instrumental de cette musique que tu connais forcément. Et pour aller encore plus loin, l'anecdote que vous ne vouliez pas savoir, c'est ça. Personne n'a jamais su ce qu'elles disent, on est d'accord. Eh bien figurez-vous que ce qu'elles chantent en yaourt, c'est hip hop. Eh oui.
C'est pas une vanne, j'ai fait des recherches, allez vérifier. Bon, sinon je trouve qu'on s'égare, revenons au hip-hop, revenons au rap. Je pourrais en citer plein d'autres, mais c'est pas le but. Mais en tout cas, à l'époque, ils étaient tous signés à la même adresse, le Sugar Hill Records. Et puis avec le temps, petit à petit, dans les premiers labels, il y a eu Tommy Boy, avec Afrika Bambaataa par exemple. N'oubliez pas ce nom, je vais y revenir dans pas longtemps. Et le troisième label, dans les premiers labels à être là, c'était Profile, avec Run DMC. Et enfin, le monstre Def Jam est arrivé, et a régné, en fait, tout simplement, avec LL Cool J ou les Beastie Boys, pour n'en citer que deux. Alors vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas montré d'extrait lorsque je parlais d'Afrika Bambaataa, et bien c'était justement pour faire la transition, pour passer au sujet suivant, qui est... Alors Afrika Bambaataa, c'est ce mec. Il fait partie des gros piliers de la création du mouvement hip-hop. Il faisait partie du gang des Black Spades, et c'est ce qui l'a amené à voir mourir son meilleur pote dans une fusillade, pas cool, c'est pourquoi après ça il va apporter au hip-hop un mouvement de paix pour tirer du positif dans tout ça. Je cite, Peace, Love and Having Fun. Il va créer la Zulu Nation, c'est une organisation d'individus qui prône la paix, la sagesse dans le hip-hop loin de toutes les violences des gangs. Et donc petit à petit les mecs vont commencer à faire du social, et là vient la musique très importante The Message de Grandmaster Flash. Bref, cette musique va être tellement importante et tellement parfaite qu'elle va résumer absolument tous les textes qui vont suivre les années d'après. Et cette musique a fait avancer le rap à vitesse grand V. C'est-à-dire que on est en 85, c'est le premier rap conscient, c'est révolutionnaire pour le coup, et là on entre dans l'âge d'or du rap. À cette période-là, les battles se créent, mais ça n'en vient pas ni aux armes, ni aux mains, en fait, c'est juste le respect qui règne. Et comme je disais précédemment, suite à la chanson The Message de Grandmaster Flash, il y a une flopée de lyricistes qui vont commencer à émerger, et tout ça, ça va donner au rap une dimension poétique, avec des mecs comme KRS-One, That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. Big Daddy Kane, yeah. I'm with this. mais surtout au groupe légendaire Public Enemy. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Et donc ils vont dénoncer la suprématie des blancs, ils vont prôner le self-défense, la violence, les armes, la drogue, tout ça. En fait ça va être un groupe de rap politiquement très engagé, mais bon, quand tu commences à trop ouvrir ta gueule, Bon, le début des problèmes se fait sentir pour le rap, notamment à cause du sampling. Les rappeurs vont avoir plein de procès à cause des droits d'auteur. Par exemple, Ice-T, premier rappeur de Los Angeles, c'est archi stylé, il va devoir se faire censurer des musiques, comme Cop Killer. À l'époque, tu pouvais pas avoir une musique avec un titre pareil. T'as beaucoup de rappeurs qui se font retirer des ventes parce qu'ils parlent de porno. Et c'est d'ailleurs à cette période qu'on a eu ce logo, que vous connaissez tous, qu'on voit un petit peu partout maintenant, dès qu'il y a un contenu qui est un peu explicite. Mais le plus gros des problèmes, ça va être l'arrivée de la commercialisation de tout ça. En gros, les requins vont voir gros dans cette mode qui est en train de prendre une ampleur incroyable, et donc, ils vont commencer à créer ce qu'on appelle le easy listening, c'est-à-dire rabaisser le rap pour le grand public à un niveau de créativité grave pourri, on peut le dire. Pour citer un exemple, on a ceci. Ça, c'est pas ça, mais ça. Alright, stop, collaborate and listen. I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly, flow like a harpoon daily and nightly. Vanilla Ice va vendre et avoir énormément de succès, mais c'est réellement la création de rap sans fond. Alors qu'il était en pleine expansion philosophique et engagé, c'est pas le seul exemple, on pourrait citer You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Destinée exclusivement au grand public, moi j'aime bien cette chanson. Mais objectivement, avec ce qu'on vient de voir, on est dans le début des années 90 et on commence à créer ce semblant de rap qu'on a partout de nos jours. Pourquoi tu dis que MC Hammer c'est de la merde? Il a quand même fait des pubs Pepsi et KFC. C'est une star, non? Eh bien justement, ça va faire chier les puristes. Mais heureusement qu'il y a eu ce coup marketing. Tu sais pourquoi? Parce que les nouveaux rappeurs arrivant, ils vont être 2 fois plus inventifs. Ça c'est la créativité. Et ça c'est ce qu'on appelle la new school.
Alors la New School, c'est une nouvelle vague de rappeurs qui sont hyper attachés à leurs racines. C'est-à-dire qu'en général, ils revendiquent très souvent d'où ils viennent. Et ils vont pas se gêner de classer les plus vieux dans la case old school. C'est à partir de là qu'on a pu déterminer l'ancienne et la nouvelle école. Alors la grosse différence, c'est le flow. Les rappeurs vont penser flow plutôt que de penser écriture. Et c'est également la période des premiers rappeurs blancs à être légitimes. Par exemple... Les rappeurs vont naître dans tous les sens, et la New School se caractérise par l'utilisation de samplers, et l'utilisation d'éléments rock avec un style assez agressif. Un grand nombre de groupes ont marqué ces temps-là. Avec Leader of the New School, Ultramanetics MC, Tribe Called Quest, De La Soul, Jungle Brothers... Enfin bref, ces derniers groupes de rap plus gentils et moins gang ont apporté une africanité hippie au hip-hop, en mode psychédélique, d'où la Zulu Nation. Aimons-nous, tout ça, soyez tous heureux. Et ce moment va marquer la fin de l'âge d'or du rap, le Golden Age, pour laisser place à l'explosion du phénomène. Bon alors, je vais essayer de diviser ça comme je peux, mais c'est une période tellement riche pour le rap que je risque d'en louper, mais je vais essayer d'éviter d'en oublier. Bon, commençons quelque part. On est en 1988 et un petit dealer de quartier monte un label avec l'argent de la drogue, et ce nom de label c'est Ruthless Records. Et ce petit mec c'est Eazy-E avec son manager Jerry Heller. Il est considéré comme le fondateur du gangsta rap avec son groupe NWA. La norme va être les assassinats entre gangs et le deal de drogue. Et ils vont péter les scores, le rap de Los Angeles va dominer celui de New York. Bon, de toute façon vous connaissez l'histoire, et si vous n'avez pas vu le film Straight Outta Compton, allez-y. L'histoire se finit par une séparation du groupe, des clashs entre les membres, la mort de Eazy-E, et aussi le dernier truc que j'ai oublié. Le label qui est propulsé par André, enfin Dr. Dre, va faire découvrir un mec un petit peu mou et dur à la fois, en même temps drôle. Son nom est Calvin Cordoza Brodus Jr. Pour faire plus simple, Snoop Doggy Dogg. Qu'est-ce qu'on attend ? From the depths of the sea, back to the black Snoop Doggy Dogg, funky at the dock. Went solo on that ass, but it's still the same. Long Beach is the spot where I serve my cane. Et ça va monter Death Row dans le top des labels. 18 millions d'albums vendus de 92 à 96. Plein de rappeurs vont émerger à l'issue de ce succès. Straight up. I'm on glide and swerve. These looking so hard, they straight hit the curve. Want to bigger, better things than some horny tricks. I see my homie and some suckers all in his mix. I'm getting jacked. Pack it up, pack it in, let me begin. I came to win, battle me, that's a sin. I won't ever slack up, punk it better back up. Try and play the role and you're the whole crew will act up. Get up, stand up. Et encore d'autres rappeurs vont émerger en même temps, et pas des moindres. En même temps, parmi toute la vague, un rappeur, Tupac Shakur, va sortir du lot par son côté lover, mais aussi son côté gangster, qui va le rendre crédible auprès des gangs. Du coup, la double facette va le rendre plus populaire que jamais. La G-Funk et les sonorités un petit peu plus douces vont activer la concu avec le rap de New York. Il va être idolâtré, mais vous connaissez sa fin tragique. Il va se faire assassiner de 4 balles dans la poitrine et une dans le bras dans sa voiture. Sa mort va engendrer les foudres West Coast, East Coast à son apogée entre les gangs. Après ça, Tupac devient légende et inégalable en termes de popularité. 6 ou 7 albums sortis après sa mort, sans compter les lives, les best-of. D'ailleurs, cette année, c'est les 20 ans de sa mort. Petite pensée à lui. Mais il n'est pas le seul. À la même période, il y a P. Diddy et Biggie. Bon, je vais pas non plus vous refaire le film de Notorious Big, mais vous devez d'aller le voir, au moins pour l'histoire, enfin, la manière dont l'histoire est racontée dans ce film. Pour ce qu'il a apporté au rap, il va faire partie de la rivalité Est-Ouest. Originaire de New York, je vous la refais pas, bref. Tout le monde sait qui est Biggie. Entre 93 et 94, le rap de New York était vraiment délaissé par rapport au rap de Los Angeles. Il y a eu Ready to Die, qui a commencé à redresser la balance. Puis il y a eu Illmatic de Nas. Enter the Wu-Tang du Wu-Tang Clan. Bref, la East Coast ont leur mot à dire, et dans l'arbre généalogique, ils vont créer des bébés.
Alors le rap new-yorkais est caractérisé par leurs samples archi liés à la musique classique, à base de violon, de ballades de piano. Puis niveau texte, ça restera du gangsta rap, mais avec les problèmes psychologiques en plus. Ils vont également évoquer les problèmes sociaux dans les ghettos, et surtout des messages de positivité, du genre vous allez y arriver, quand on veut on peut, ne jamais rien lâcher, mais sans la niaiserie de le dire en français. Du coup à cette période-là, le rap de Los Angeles va couler petit à petit face au rap de New York. Et ainsi de suite, et ça va jouer la balance entre les deux. Et puis là, c'était la guerre au meilleur, hein, c'est des clashs tout le temps, dans tous les sens, jusqu'à la mort de Biggie, un an après celle de Tupac, ce qui va le rendre légende aussi, au même rang que Tupac. Bref, Biggie, mais quand je vous disais qu'il se passait beaucoup trop de choses à cette période du rap, je vous mentais pas. Et encore en même temps, le Wu-Tang Clan. Un groupe de New York va s'emparer également d'une bonne partie du hip-hop avec ses 9 rappeurs, d'abord en groupe, puis en solo, et ils vont dominer de ouf le top charts. Leur premier succès c'est Protect Yannick. I put my on your lips. Alabama split hammer slay quick that David Banner gamma race. Gels in the mouth, jailhouse snitch my powder voice, Snow White stiff. Suivi de leur premier album en 93, ça va les ouvrir à avoir des contrats en solo où ils vont pouvoir signer où ils veulent, indépendamment. Et ça, c'est la douille. Mais en même temps, c'est le bon bail parce que ils vont contourner les labels et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir quasiment tous les mois un nouvel album issu du Wu-Tang Clan. Puis ils ont monté différents labels pour les arrivants et ils ont fait des featuring sur tous les albums des gros du rap. Vraiment, les mecs étaient omniprésents partout. Il va être considéré comme le meilleur groupe de rap de tous les temps. Et après, avec le temps et la capitalisation, ils ont fait une marque de vêtements, de cosmétiques, de salons de beauté, de skate, alors qu'aucun membre du Wu-Tang Clan ne faisait de skate. Bref, c'est le principe de la capitalisation. Et c'était qu'un détail, mais ça reste quand même le légendaire Wu-Tang Clan. Ah. Sofiane s'agite, c'est qu'il doit encore se passer des choses à cette même période. Encore en même temps, Dr. Dre et Chuck Knight montent le fameux Death Row Records, Tupac, Dr. Dre, Snoop Dogg, Corrupt, Nate Dogg, Daz Dillinger, etc. C'était aussi le label ennemi de Bad Boys Records, fondé par P. Diddy avec Notorious Big, Boys in the Wood, etc. Bref, The Chronic, Doggy Style, c'est 50 millions d'albums vendus par le label, 750 millions de dollars. C'était le monstre de l'époque, mais j'étais obligé de reparler de Death Row pour pouvoir introduire... Dr. Dre en 95 se réconcilie avec Eazy-E, ils sont prêts à reformer le groupe après tous les clashs qu'il y a eu tout ça, mais pas de chance, Eazy-E meurt. Alors Dre se sépare de Chuck Knight pour faire son propre label tout seul comme un grand, Aftermath Records. Parmi le label, qui est d'ailleurs encore actif, on a vu des mecs émerger comme We've got a bogey. I'm on the way. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Eminem, entre parenthèses l'artiste hip-hop le plus rentable de tous les temps. Avec vos comparaisons la excessive H24, Eminem est l'artiste hip-hop le plus rentable de tous les temps. Point. Mais sans oublier 50 Cent. Go, shorty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck. Kendrick Lamar. Bitch, don't kill my vibe. 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 Look inside of my soul and you can find gold and maybe get rich. Et plein d'autres classiques. Bref, le label est encore actif au jour d'aujourd'hui. Je sais que ça se dit pas, mais je t'emmerde. Et à cette période-là du rap, le phénomène a complètement explosé. Et le rap fait complètement partie de la culture populaire, on peut le dire. Avançons donc dans les années... On avance vite certes, mais le rap des années 2000 à aujourd'hui, c'est un gros bordel. On va citer vite fait ceux qui me paraissent comme des incontournables de notre époque. Lil Wayne, un rappeur souligne qui en plus d'être un bon rappeur a créé son label Young Money et a fait plein de bébés rappeurs ultra présents maintenant. Drake, Nicki Minaj, Tyga, The Game. On a un Jay-Z et son label Rock Nation, qui lui aussi a plein de bébés légendes, avec Rihanna, J. Cole, Big Sean, Kanye West, DJ Khaled, Rita Ora, T.I., Demi Lovato. On a Def Jam Records aussi, mais bon, la flemme de citer tout le monde, parce que déjà, ils ont trop de rappeurs, et en plus, on va considérer que tu connais les rappeurs qu'il y a aujourd'hui. Sinon, niveau musique, en 30 ans d'existence, le rap est au cœur de notre culture musicale. L'influence du rap est dans certains morceaux de rock, de métal, je pense notamment aux Red Hot Chili Peppers. Le rap électronique est apparu aussi, même au niveau de la conception sonore avec la trap, le trip-hop, tous ces sous-genres
du nom. Prince et George Clinton, eux, étaient contents et conscients d'être samplés. Regardez l'évolution, on a eu des radios spécialisées qui se sont créées. Dans la suite logique, il y a eu les artistes indépendants et commerciaux bien séparément. Les commerciaux étant destinés à ces radios spécialisées, justement, pour la promo, ça aide. On a des rappeurs au cinéma, à la télé, et puis maintenant, avec internet, on a encore un nouveau moyen d'exporter et puis de faire découvrir la musique. Bref, le rap est une culture musicale bien ancrée dans les mémoires, et si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est pour casser un peu les clichés qu'il y a autour de tout ça. C'est bien plus riche et plus pertinent que « Yo yo, la cité, les meufs, vous êtes des putes » dans la bouche des stigmatiseurs. Je sais même pas si ça se dit stigmatiseur, mais bon. Toute la culture hip-hop est au sein de notre génération, que ce soit aussi bien au niveau musique qu'au niveau vestimentaire. Ce sont des codes qui sont devenus normaux, ça a mis du temps, mais je trouve que c'est important de pas l'oublier. C'est comme si les passionnés des années 70-80 avaient gagné aujourd'hui une toute petite guerre des clichés. Et qu'on le veuille ou non, pour moi le rap, c'est un petit peu l'héritier du poème, d'où sa signification Rhythm and Poetry. Bien sûr, n'oublions pas l'impact que le rap a eu sur le monde entier. Alors oui, j'ai malheureusement pas parlé de notre rap français, peut-être une prochaine fois, mais en tout cas je vous oublie pas les gars. À cet instant de la vidéo, si je vous disais que le premier rap de l'histoire datait de 1937, comment est-ce que vous le prendriez? Yes, just come on, brothers, if you want to hear a story about that preacher and the bear. Gather round, boys, I don't want you to miss none of this here story, cause it goes like this. Et même que si on rajoute l'instrumental du premier succès mondial, bah pour moi c'est du rap. None of this here story, cause it goes like this. A preacher went out a-hunting one day, 'twas on one Sunday morning. And although he was one Christian man, he took his gun along. Now he shot him a bunch of nice fine quails and he shot some nice fat hares. But